Series. Très bien, alors bienvenue. Et nous allons démarrer. Voici Eric Rochant. Peut-être que je ne le prononce, que c'est pas tout à fait comme ça que ça se prononce. C'est quelqu'un qui connaît très bien cette profession. Il est passé des longs métrages au film TV et il va nous parler de son travail avec le bureau. Bonjour à tous. Je ne sais pas si je peux parler français, si je devrais parler anglais ou français. Je serais moins malin en anglais. Je vais essayer de parler anglais. Pardonnez-moi si je suis maladroit. Je pense mieux en français, mais je vais essayer. Je suis réalisateur. Pour commencer, je suis un réalisateur de cinéma et scénariste pour des longs métrages. J'ai réalisé 8 films. Mais depuis une dizaine d'années, quand j'ai rencontré Alex Berger, qui est là, nous nous sommes rencontrés et nous partagions cet amour pour les séries américaines. Et nous avions le sentiment qu'il s'était passé quelque chose en France concernant la production de séries et qu'il y avait peut-être quelque chose de nouveau et même de révolutionnaire à faire en France. Et j'ai senti, quand j'ai découvert des séries comme The Warrior, Les Sopranos et d'autres, j'ai découvert comment j'ai pu voir comment les séries étaient plus appropriées pour la créativité que le cinéma. Il y avait plus de créativité, d'inventivité et d'audace dans l'écriture de séries. Surtout quand j'ai regardé The Wire, parce qu'il était incroyable de voir comment ils pouvaient faire ça. Aucun personnage principal. Et l'univers entier de la première saison et la seconde saison, on ne peut pas déterminer qui serait le principal personnage. C'était incroyable. C'était très audacieux. Et je me suis dit que c'est quelque chose de formidable à faire parce qu'on n'a pas de contraintes. J'ai senti qu'il y a plus de liberté dans l'écriture pour les séries. Et avec Alex, nous voulions faire notre série qui concernait les oligarques russes. C'est une série internationale, mais le sujet, c'est la fin du communisme en Russie et la fin des oligarques qui avaient racheté tout le pays. Nous avons pensé que l'intrigue était extraordinaire, que c'était une bonne intrigue, et c'est pourquoi nous avons créé
la société de production, la boîte de production Oligarch Production. J'ai estimé que je devais apprendre comment faire des séries et c'est pourquoi, quand on me l'a demandé, j'ai accepté de faire la série Mafiosa. Ce n'était pas ma série, je n'en étais pas le créateur. Mais nous avons parlé avec Alex et nous avons décidé ensemble que j'entrerais dans cette aventure parce que c'était vraiment une occasion pour moi d'apprendre comment faire des séries en France et j'ai beaucoup appris. J'ai appris ce qu'il fallait pour faire un programme de qualité, d'écrire un programme de qualité et ce qui était nécessaire pour le faire en France, ce qui n'était pas le moindre obstacle. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai tellement appris que j'ai changé ma propre façon de réaliser. Et je n'étais plus le même réalisateur avant Mafiosa et après Mafiosa. Et quand j'ai réalisé le film Mobius, que j'ai fait après les 2 saisons de Mafiosa, c'était très différent du genre de film que j'avais fait comme Les Patriotes. Ce n'était pas la même façon d'écrire, de réaliser, de tourner. Et j'ai appris, grâce à Mafiosa, une série, j'ai appris comment faire des films. Et je pense que ce que j'ai fait, on le voit d'une manière générale, pas seulement pour mon film, parce qu'il fut un temps où il fut un temps où les programmes télé étaient inspirés par des films. Ils étaient inspirés par les créateurs de films et je me suis dit à ce moment-là que c'était peut-être le contraire, peut-être que la véritable audace est dans la série télévisée et que maintenant au cinéma, que le cinéma commence à être inspiré par les séries télé. Et cela se voit dans les films, l'utilisation des caméras et dans les scénarios. C'est pourquoi il fallait que je fasse mon émission, ma série, parce que ce que j'ai appris de Mafiosa comporte également ce qu'il faut ne pas faire pour réussir. Et il y a une différence, un décalage entre la manière américaine et la manière française. Quand j'ai fait Mafiosa, c'était davantage trop de la manière française et j'en reparlerai plus tard. Mais ce que je veux faire, c'est m'insérer d'une autre manière, inspiré par mes rencontres avec Todd Kessler, qui est peut-être ici. Je ne vois pas. Ah oui, voilà. Bonjour Todd. Je l'ai rencontré à New York. Et je suis allé visiter le studio Steiner à Brooklyn et j'ai compris ce qui était nécessaire de faire pour être au même niveau que les Américains. C'est une autre façon de faire des séries, de faire la télévision. Et je voulais vraiment adopter cette méthode de production et d'écriture. Avec Alex, on s'est efforcé d'adapter ce genre de manière de faire de la télévision en France. Si je continue en français, maintenant que j'ai fait l'effort.
Merci. Bon, si ça fonctionne pas, je reviendrai à l'anglais, mais là j'ai des trucs à dire un peu plus chaud, donc voilà. Je vais essayer d'être. Si la traduction, il y a une traduction, si ça marche pas, dites-le moi, je ferai moins vite, et si ça marche toujours pas, je ferai en anglais. Je pense que je peux être utile ici pour parler des séries, en parlant de mes spécificités. Donc le fait effectivement que je suis réalisateur de longs métrages, j'ai fait des longs métrages surtout. Donc je peux être utile donc je suis bien placé pour vous parler de la différence entre le long métrage et la série, en termes de création et en termes de production, ce qui est totalement lié, bien sûr. Et ensuite, je vous parlerai un peu, pour moi, des 2 points les plus importants à garder en tête quand on crée, quand on manage, quand on showrun, comme on dit maintenant, une série. Quelles sont les 2 énormes difficultés qu'il faut affronter, et à mon avis, Todd, qui en parlera peut-être cet après-midi, vous parlera de la même chose, j'espère en tout cas, parce que ça m'intéresserait de savoir comment il fait, parce que c'est pas facile. Bon. Ça va la traduction? Bon, en fait, personne. Great, thank you very much. Ok. Il y a 2 grosses différences entre le film et la série, qui sont, quand je dis grosses différences, qui sont déterminantes, qui ont des graves conséquences, des conséquences intéressantes, évidemment, qui ont des grosses conséquences sur la façon de faire les choses et la façon de créer les choses. Je dirais que la première grosse différence, c'est la différence de format narratif. C'est un format narratif différent. Avant, on parlait de la télé, surtout dans le cinéma, et quand je suis sorti de l'idée qu'on parlait de la télé comme ça, c'est-à-dire qu'on parlait de la télé comme étant vraiment du sous-cinéma. Donc évidemment, il était hors de question qu'on en fasse. Il était hors de question qu'on fasse des feuilletons, des unitaires, des machins, parce qu'en fait, c'était juste, on savait très bien que c'était de la télé avec moins de moyens, de la télé avec moins d'argent, et donc moins bien. Et de la télé aussi avec moins d'exigences, parce que la télé, c'était quand même France 2, France 3 et TF1, donc à ce moment-là, enfin, il y a eu Canal, bien sûr, je ne veux pas la création de Canal, mais enfin, qui n'a pas toujours tout de suite fait des séries, mais en gros, la télé, c'était juste moins bien, donc personne n'avait envie d'en faire, et c'était évidemment un peu la honte de faire de la télé. Et comme je disais tout à l'heure, effectivement, à un moment donné, la série américaine est venue, la série américaine d'auteur, c'est pour ça que Todd est un auteur de série américaine, la série américaine d'auteur, c'est-à-dire produite par les chaînes câblées américaines. Il y en a quelques-unes qui sortent des networks, qui sont vraiment des séries de très grande qualité, comme The West Wing ou Friday Night Lights. Mais bon, on parle de la série câblée, des chaînes câblées, c'est la série d'auteur. Et d'ailleurs, la façon même dont c'est pitché, dont les séries sont pitchées au network, enfin au channel, au câble, c'est la façon dont un auteur doit parler de son travail. C'est pas du tout, on commande un truc et on va chercher des mercenaires pour le faire. Bon, bref. Tout ça pour dire que aujourd'hui, la série telle que je l'envisage, telle que je la vois, c'est-à-dire ce que vous avez vu le 2e épisode, mais c'est autre chose que du sous-cinéma. Et c'est autre chose que du sous-cinéma parce qu'il y a une véritable différence de format narratif qui de toute façon fait qu'on ne peut pas faire dans le cinéma ce qu'on fait en série et on ne peut pas faire en série ce qu'on fait en cinéma. C'est plus sur la même échelle. Et donc le format narratif, c'est quoi? C'est qu'effectivement, c'est 10 épisodes. Ça change tout. Et surtout, c'est que c'est 8-10 épisodes, mais a priori, plusieurs saisons. Donc ça peut être 2, 3, 4, 5 fois 10 épisodes. Ce qui change tout quand on raconte une histoire. Ce qui change tout quand on décrit des personnages. Ce qui change tout quand on décrit un univers, comme celui de la DGSE par exemple. Parce qu'on a le temps. On a le temps de développer les choses. Alors, certains me disent que j'ai un peu pris trop mon temps sur les épisodes 1 et 2 de Bureau des légendes. Ça s'excite un peu plus après, mais on me dit que j'ai pris un peu trop mon temps. Peut-être, qu'importe.
Mais ce qui est sûr, c'est que on a le temps, et donc on a le temps aussi d'être subtil. On a le temps, parce que c'est une question de temps. La subtilité, c'est souvent une question de temps. Dire très peu de choses, construire une histoire sur des enjeux très ténus, et pas être obligé tout de suite de créer des enjeux catastrophes, des enjeux absolument énormes, mais pouvoir faire évoluer les personnages sur des choses très ténues, pour pouvoir faire évoluer un personnage sur un enjeu dramatique ou psychologique ténu. Il n'y a que la série qui peut le faire. Il n'y a que la série qui peut le faire, surtout en profondeur, car on peut changer un personnage. Ce qui est formidable dans la série, et ce qu'on ne peut pas faire dans un film, c'est qu'on peut échapper à la fonction d'un personnage. Un personnage a une fonction narrative dans une intrigue, mais il a aussi sa propre existence. Et sa propre existence et sa propre psychologie, on peut la fouiller. On peut même devenir contradictoire, parce qu'on joue avec le temps. Donc, je peux y revenir ensuite, mais le format narratif est tellement différent, il est tellement excitant en même temps sur la série, que je n'ai plus aucun problème pour faire de la série et des films. Je peux passer de la création de série à la création de film sans aucun problème, car c'est comme si je changeais je change d'univers créatif, quoi. Il n'y a plus de honte à faire de la série. Il y a presque même un peu de honte à ne pas en faire, je pense. Ça, c'est la première chose que je voulais dire de la différence entre le film et la série. Mais je pourrais développer, si vous avez des questions ensuite dessus. J'ai plein de choses à dire, ça pourrait durer plus longtemps, il fait très chaud, donc c'est pas la peine de trop s'apesantir. Mais enfin, quand même, pour illustrer ça, je vais dire... non, je le ferai après. La deuxième chose qui est la grande différence, c'est évidemment la contrainte, je dirais, de diffusion. Ce qui change tout. Parce que on parle de ça, et c'est vrai qu'on n'en parle pas depuis longtemps, en tous les cas à Canal, et on n'en parle pas depuis longtemps non plus sur les chaînes françaises qui font de la série, mais en fait la contrainte de diffusion qui nous vient des États-Unis, c'est quand même de faire une saison par an. Pourquoi une saison par an? Pourquoi pas une saison tous les 6 mois? Ou pourquoi pas une saison tous les 2 ans? On le sait, parce qu'il y a effectivement tous les 6 mois, c'est trop. D'abord, c'est pas possible, mais surtout, c'est que il faut gérer la frustration, il faut gérer le manque. Ça marche là-dessus aussi, une série. Il faut gérer le manque de ne pas voir les gens qu'on aime voir. Et pendant un an, on les voit plus. On sera d'autant plus content de les voir. Donc ça, c'est pas un hasard, de la même manière que c'est pas un hasard si tout d'un coup les films de long métrage se sont mis à faire 1h30, puis 2 heures. Bon, ça a changé, mais en gros, c'est pas une demi-heure et c'est pas 4 heures. Ça, c'est les exceptions. Mais il y a un format qui s'est peu à peu imposé. Et je pense que le format d'une année entre chaque saison s'est peu à peu imposé. On peut le justifier, on peut le critiquer, mais on peut le justifier en tous les cas. C'est une gestion du manque. Une gestion du manque. Alors quand il y a trop de manque pendant 2 ans, là il y a autre chose à gérer. C'est carrément, on perd un peu, voilà, loin des yeux, loin du cœur. Donc on perd les gens et on perd l'envie de savoir ce qui va se passer. On perd l'envie de fréquenter les personnages. Mais ça, c'est une contrainte incroyable de devoir livrer 10 épisodes de fiction, 10 épisodes de la même histoire tous les ans. C'est une contrainte incroyable qui a évidemment des conséquences sur la création. Évidemment. Parce que ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je vais tourner la saison 2 du Bureau des légendes fin septembre prochain, c'est-à-dire jour pour jour, 1 an après la saison 1. Mais ça veut dire on écrit depuis quand même pas mal de temps du coup. Mais ça veut dire qu'on a commencé à écrire pendant le tournage de la saison 1 et que la saison 3 va devoir s'écrire pendant le tournage de la saison 2. Pour faire ça, comment on fait? Parce qu'il faut évidemment, donc il faut savoir qu'on produit 10 épisodes de 52 minutes à partir du tournage fin septembre. On le livre pour une diffusion fin avril, comme cette année. Voilà, en 5 mois, je crois que je sais que c'est pire aux États-Unis, mais on est obligé donc de déléguer, on est obligé de disperser le travail, on est obligé d'organiser différemment le travail. Et c'est vrai que du coup, ça change tout sur l'écriture, ça change tout sur la réalisation. Bon, vous savez que donc on a une room de scénaristes. Camille de Castelnau, qui va venir cet après-midi faire une intervention, est une des scénaristes majeures du Bureau des légendes. Donc on travaille à plusieurs.
Et on travaille à plusieurs sur la réalisation aussi. Tout se fait en même temps. Et il y a un nouveau rapport entre le créateur, et là je parle des séries d'auteurs, parce que ne parlons pas des séries, disons, où il n'y a pas d'auteur. Je parle vraiment des séries d'auteurs, comme celle de Todd, comme la mienne, même si je ne me compare pas à Todd, attention. Voilà, et les grandes séries d'auteurs qu'on connaît. Eh bien, ça change le rapport entre l'auteur et les acteurs, l'auteur et son script, l'auteur et la réalisation. Ça change tous ces rapports. Donc la grande différence, c'est qu'en fait, il faut garder la maîtrise de ce qu'on fait, mais à travers toute une équipe et à travers des apports créatifs des uns et des autres. Beaucoup plus fort qu'au cinéma. Et je pense que c'est tellement plus fort qu'au cinéma que ça n'est plus la même chose. Autant au cinéma, on peut tout maîtriser. On peut écrire, décider de la lumière, parler à son chef-op, évidemment diriger les comédiens et tout maîtriser. Autant sur une série, si on veut tout maîtriser, il faut le faire autrement. Il faut le faire autrement, et je pense que ce qui est bien, c'est effectivement de le faire à plusieurs, quitte à garder une direction, c'est ça le plus important, donc à plusieurs, et donc trouver un moyen d'enrichir la création par les autres, avec les autres, grâce aux autres, tout en gardant la maîtrise et l'unité de l'univers qu'on est en train de décrire. Et ça, c'est la contrainte, évidemment, de diffusion qui change tout, et qui change aussi la manière d'écrire, qui change la manière de réaliser. Parce qu'il faut aller plus vite, évidemment. Non seulement on a moins d'argent que dans un long métrage, mais il faut aller... Donc, en fait, vous voyez, je parle presque pas de la différence de moyens. Parce qu'au regard de ces deux grandes différences que sont la différence de format et la contrainte de diffusion, finalement, la différence de moyens, qui peut être de 1 à 10, on tourne un épisode de série en 3 ou 4 fois moins de temps qu'un film, en tenant compte de la durée, etc. Donc, quand on arrive le matin sur un plateau de tournage, on doit tourner entre 3 et 5 fois plus que ce qu'on fait dans un film. Ça a beaucoup de conséquences. Et ce n'est pas une question de moyens. C'est une question de moyens, mais pas seulement. C'est une question surtout, c'est que si on ne fait pas ça, on ne peut pas livrer une saison par an. Voilà. Donc ça, c'est pas tellement les moyens. Évidemment, il y a moins de moyens. Mais il y a quand même des séries aujourd'hui qui sortent. On commence à se demander si elles ont vraiment moins de moyens. Quand on voit Game of Thrones ou des séries comme ça, ou Sense8, ou des trucs comme ça, on se dit, ouf, ils ont quand même pas mal de moyens. C'est-à-dire que là, ça devient... pas des petits longs métrages, ça devient des moyens longs métrages échelle basse, quoi. Mais c'est déjà pas mal. Et donc, ce que je disais à un interlocuteur tout à l'heure, c'est que la grande différence, c'est que quand on arrive sur un plateau, du coup, ça c'est une vraie différence qui est liée à l'autre contrainte, à la contrainte de diffusion, c'est que quand on arrive sur un plateau, il faut aller évidemment plus vite, mais du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas chercher sa scène sur un plateau. Impossible. La grande différence entre la création de réalisation sur une série et sur un film, c'est que sur un film, on a toujours moyen de chercher. On arrive sur le plateau, on cherche avec les comédiens, on cherche la manière de filmer, on cherche même à réécrire, on cherche les choses, on n'est pas sûr de les avoir trouvées. On a écrit, on a préparé, on peut même avoir répété avec les comédiens. Mais il faut chercher, il faut être sûr que c'est toujours la meilleure chose à faire. On arrive sur le plateau, on se dit, est-ce que c'est les meilleures idées? Est-ce qu'on peut pas... On a le temps de chercher. Sur une série, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de chercher. Si on cherche, on est obligé d'enlever des trucs qu'on a prévu de faire. Donc il y a un arbitrage constant entre ce qu'on a prévu de faire et ce qu'on ne peut plus faire. Et donc on est obligé de se couper des bras tout le temps, toute la journée, toutes les minutes. Toutes les minutes, on a une idée en tête, on sait ce qu'on va faire, et chaque minute, on sait que à chaque incident, ou même pas incident, à chaque fois qu'on hésite, qu'on a envie de trouver mieux, le prix à payer, c'est d'enlever le truc qui était à la fin de la journée. Donc peu à peu, la fin de la journée se rapproche, on brûle en fait, on brûle la corde au fur et à mesure, on la crame un peu et il y a moins de corde. Attends, je ne sais pas si la métaphore est très bonne, mais enfin, j'espère que vous la comprenez quand même. Donc voilà, je trouve le côté très excitant de la nouveauté du format narratif qui fait que vraiment on peut raconter d'autres choses dans une série, on le sait, et les personnages sont racontés d'une autre manière. Au cinéma, on doit les raconter, on doit par exemple dire d'un personnage quasiment tout de suite, et on doit trouver les moyens de le dire de manière très métaphorique
très impactantes. Ce qui est très intéressant, je n'ai peut-être pas le temps de le développer, mais ce qui est très intéressant, la différence entre le cinéma et la série, c'est que dans le cinéma, il ne faut jamais être littéral. Si on reste littéral, c'est-à-dire si on ne trouve pas des idées poétiques, si on ne trouve pas des bonnes métaphores pour exprimer telle ou telle chose, telle ou telle psychologie, telle ou telle situation, il faut être métaphorique. Il faut trouver des belles façons de l'exprimer, et les façons les plus ergonomiques de les exprimer, et les plus poétiques. Le littéral est interdit au cinéma parce que le littéral, c'est la pauvreté au cinéma. Si on reste littéral, c'est pauvre. Voilà, la scène est pauvre. Elle est chiante et pauvre. Et bien, dans la série, ce qui est formidable, c'est qu'on peut être littéral, à condition d'utiliser le temps qu'on a. Il ne faut pas l'utiliser pour rien, il ne faut pas l'utiliser pour être chiant, mais il faut l'utiliser pour être subtil, pour être ténu, pour être délicat. Moi, j'étais extrêmement surpris de la qualité et de la nature d'une série comme Mad Men. Parce qu'on a toujours accusé les États-Unis de faire des trucs de gros bourrins, des gros bousins hollywoodiens. Voilà. Alors, Mad Men, mais personne en France ne ferait un truc comme Mad Men. Personne. Il y a certains épisodes qui ne tiennent sur rien. Il y a certains épisodes qui ne racontent rien. Alors on dira oui, non mais il y a autre chose, il y a le côté rétro, la beauté, etc. Très bien. Mais n'empêche qu'en termes d'écriture, il y a des épisodes dont les enjeux sont tellement ténus que c'est vrai que moi j'étais très jaloux. Je me dis quand même, ça serait formidable de pouvoir faire ça. C'est compliqué de faire ça en France encore. Mais j'espère que ça va arriver, ça peut arriver. Mais c'est vrai que, évidemment, à condition de trouver des idées à côté qui peuvent faire passer la sauce, mais n'empêche que j'étais incroyablement surpris à quel point, voilà, la série américaine était capable de faire Les Sopranos, bon, très bien, The Wire, qui est d'une inventivité absolument narrative, d'une audace narrative incroyable, mais surtout Mad Men, qui, alors là, c'est un ovni. Ça a duré 7 saisons. Là, on se dit comment c'est possible. On se dit c'est formidable, tout est possible. Et c'est pour ça que c'est très excitant de faire la série en France, parce qu'on se dit tout est possible, tout est à faire, tout est à inventer. Et c'est pour ça que toutes ces difficultés, en fait, ces difficultés vraiment enthousiasmantes, très, très compliquées, enthousiasmantes. Bon, je vais terminer sur les 2 points qui paraissent les 2 grosses difficultés liées à la création de séries. Après, je répondrai à vos questions si vous en avez. Ça va, la traduction, toujours, ou pas? Ok, thank you. Je pense que Todd en parlera tout à l'heure, j'espère. La première des grosses difficultés, c'est que du fait de cette dispersion de la création, du fait de devoir déléguer la création, tout en la chapeautant, tout en gardant et en étant le garant de l'unité créative de la série, la grande difficulté, c'est d'essayer de ne pas se perdre, d'essayer de garder justement la big picture, d'essayer de garder non seulement la big picture, mais d'essayer de garder la philosophie, l'esprit qui a présidé à la création de la série, qui était même qui était au début, qui a même été la cause même peut-être de la création de cette série. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a voulu faire, quel était l'objectif? Je ne dis pas que l'objectif se définit tout de suite avant d'écrire, il se définit peu à peu, mais à un moment donné, il devient le projet créatif. À un moment donné, il est dessiné. Pas tout de suite, mais il se dessine. Il se dessine en se faisant. Mais à un moment donné, il l'est. Eh bien, comment faire pour être garant de ce projet et pour garder, et ça c'est vraiment difficile, d'arriver sur un plateau ou d'être dans la writing room avec les gens et de dire est-ce que ce qu'on fait, c'est dans le projet? Est-ce que ce qu'on fait, ça va avec ce qu'on fait? Est-ce que ça nourrit ce qu'on avait envie de faire? Ou est-ce qu'on ne se laisse pas entraîner par autre chose? Parce qu'on est souvent entraîné par d'autres trucs, par la réalité, par d'autres envies qu'on peut avoir, mais qui peuvent être contradictoires. Et le plus difficile, finalement, c'est de garder l'esprit. Et il y a tellement, tout le temps, tous les jours, dans tous les domaines de la création et de la fabrication, il y a tellement tout le temps les occasions de se perdre que c'est une bataille de tous les instants pour garder la ligne. C'est le cas aussi sur un film. Garder la ligne, c'est le cas sur un film, parce qu'en fait, c'est une fabrication. C'est tellement pas spontané, le cinéma et la série, c'est tellement pas un art spontané qu'on doit tellement passer par les autres.
et puis gérer le temps, et gérer l'industrie, et gérer les finances, on a toutes les occasions de se perdre. Mais encore plus sur la série, parce que sur la série, on délègue. On ne peut pas faire autrement. Donc, comment faire pour que le réalisateur, et on en parlera, j'espère, avec Todd demain ensemble sur même Bloodline, parce que Bloodline pose des questions de réalisation très intéressantes. D'ailleurs, bravo Todd pour Bloodline. Mais pose des questions de réalisation très intéressantes. Les réalisateurs, même si la mise en scène pour moi n'est pas ce qui est le plus important dans une série, ce qui est le plus important pour moi c'est l'écriture et les acteurs. Si ça c'est fort, la série est forte à 80%. Après il y a la mise en scène. Mais la mise en scène peut quand même dégrader ou pas une série. Et comment garder finalement cette ligne sur la mise en scène si on n'est pas nous-mêmes à la manette? D'ailleurs même quand on l'est, des fois on la perd. Faut pas non plus. Mais voilà, donc sur la mise en scène, sur l'écriture, sur la fabrication, sur le montage, à chaque moment, à chaque instant, à chaque minute, on peut perdre le truc. Donc ça, c'est vraiment une grosse difficulté liée à la série. Et la deuxième, donc et dernière difficulté, c'est la gestion de l'énergie. Parce qu'en fait, en étant comme ça, donc du coup, scénariste, producteur, ou scénariste, réalisateur, producteur, puisque moi, j'ai réalisé le premier épisode de Bureau des légendes, et probablement je vais réaliser les 2 premiers de la saison 2, mais je me pose la question, parce que c'est pas évident de réaliser, en plus de produire et d'écrire. C'est beaucoup d'énergie, qu'on ne dépense pas ailleurs. Donc c'est compliqué. Moi, je vais essayer de le faire quand même. Il n'empêche que la gestion de l'énergie est un truc incroyable. Et que, on sait, Todd le dira, on n'a pas de vie quand on fait une série, à cause aussi de cette contrainte de diffusion qui fait que créer 8 heures ou 9 heures de fiction en moins d'1 an, ça demande évidemment une gestion de l'énergie et puis une gestion du temps, mais on fait tout. Mais si on ne fait pas tout, ça se fera sans nous, donc on ne sera pas évidemment satisfait obligatoirement de ce qui se fait, mais du coup il y a une gestion de l'énergie qui est très importante, et ça c'est vraiment différent, parce que sur un film c'est 3 mois, la gestion de l'énergie c'est 3 mois quand on a beaucoup de moyens, on ne tourne pas en 3 mois, mais ça peut être 5 semaines, mais sur 5 semaines ou 6 semaines c'est une gestion d'énergie incroyable, ça c'est sûr, puisqu'on est dans un état de performance, quand on réalise un film, on est dans un état de performance physique et mentale pendant tout le tournage. Mais là, sur une série, on est en état de performance physique et mentale pendant toute la fabrication. Pendant l'écriture, parce que pendant que là, on écrit, on prépare, on fait des repérages, on fait du casting. Donc déjà, il faut avoir la tête pour ça. Après, on tourne. Pendant le tournage, on écrit la saison suivante. Et le montage commence. Donc on assure la post-prod. Et ensuite, quand il y a la post-prod, là, on est en pleine écriture. De toute façon, donc c'est un état de performance permanent. Et là, il faut vraiment savoir gérer son énergie. Je dirais pas comme un sportif, mais enfin, il y a des trucs qui fait qu'on peut du coup avoir l'air d'être soit un dictateur, soit un autiste. Je sais pas, enfin, il y a des moyens de générer son énergie qui ne sont pas toujours très agréables pour les autres, mais on ne peut pas le faire, sinon c'est le burn-out au bout de 2 semaines. Et de toute façon, le burn-out vous guette. C'est une chance quand on l'a après le tournage. Et c'est une chance quand on l'a, encore pire, quand on l'a juste à la diffusion. Donc c'est vrai qu'au moment où ça se diffuse, c'est peut-être le moment où on peut se reposer. Et c'est là le moment, évidemment, où on a le burn-out. Voilà. Donc j'ai fini mon petit speech et... Peut-être que vous pouvez nous donner quelques détails concrets de votre façon de travailler avec cette série. Comment vous avez trouvé l'idée? Cette idée-là? Oui. Comment vous avez pu convaincre Canal+ de l'accepter? Donc, ça s'est fait très vite. I will talk in French. Okay? Yeah, that's okay. Thank you. Well, I can try in English. I will try in English. Non, je vais essayer en anglais. C'était très rapide parce que c'est inhabituel de procéder aussi rapidement. J'ai terminé le film Mobius. Il est sorti au mois de mars 2013.
Je savais que je pouvais faire un autre long métrage, mais il s'était obligé de faire quelque chose avec Alex. Donc, j'ai arrêté Mafiosa pour pouvoir faire Mobius et j'ai arrêté les longs métrages parce que j'avais vraiment envie de faire une série. J'avais donc une fenêtre. Fenêtre de tir. Une fenêtre de tir. I had this window where I could use que je pouvais utiliser the great success of pour Mobius, to go to Canal and canaliser le succès de Mobius pour dire à Canal+ que j'avais envie de faire une série sur l'espionnage, sur le DGSE. Je savais que c'était le moment. Et on avait un élan également. Et j'étais donc capable de les convaincre que je suis la bonne personne pour faire cette série-là. Je suis disponible, j'ai envie de le faire. Et le pitch que j'ai fait laissait peut-être à désirer, mais suffisait à convaincre, puisque le pitch ne correspond pas du tout à la série. C'est très différent. Mais c'est toujours pareil, à mon avis. Ça peut être très différent. On fait son pitch avant d'écrire la série. Donc on ne sait pas si on a raison ou pas avec son pitch. C'est un pari quelque part. Donc, vous faites le pitch, vous faites ce que vous pouvez pour convaincre la chaîne de télé. Ensuite, on commence l'écriture avec l'équipe. Et l'histoire se déroule très différemment, puisque le pitch ne correspondait pas, il n'était pas bon. Il était comment votre pitch? C'était quoi votre pitch? Je ne sais pas si je peux vous le raconter. Si, on est entre nous. J'ai honte de mon pitch. Mais vous êtes tout le temps, vous avez tout le temps honte. Dites-nous quel était votre pitch. Bureau des légendes. J'avais une idée qui s'appelait également le Bureau des légendes. Vous savez maintenant que les légendes, c'est une couverture. Donc c'est une vie un peu inventée. Et j'avais donc l'idée d'un service au sein du DGSE dont la spécialité est de créer les agents. C'est tout. Les premiers papiers, la vie des individus et tout, c'était tout. Donc voilà mon idée, un bureau où tout le monde doit inventer des vies, créer des papiers. C'est comme une salle de scénariste, si vous voulez. Qu'est-ce que cette personne peut avoir comme vie? Est-ce qu'il faut utiliser Internet pour créer un passé fictif? Donc, c'était intéressant, mais pas réaliste du tout. Et lorsque nous avons commencé l'écriture, nous nous sommes rendus compte que l'idée n'était pas suffisamment forte pour fonder une série dessus. L'idée n'était pas réaliste. Et ça, c'était c'était contraire à mon autre désir de faire une série réaliste, aussi réalistiquement que possible. Donc il fallait que je choisisse. C'était douloureux pour moi, parce qu'il fallait choisir entre deux désirs. Le désir, d'une part, d'écrire sur notre bureau des légendes, et un deuxième désir qui, en fin de compte, était plus fort, le désir de réaliser une série réaliste et de décrire son univers, puisque pour moi, c'est tout ça la puissance d'une série, d'attirer les gens vers un univers qu'ils ne connaissent pas, comme dans West Wing, comme dans The Wire, comme dans Les Sopranos. On attire les gens
On les fait découvrir un nouvel univers. Et c'est ça la puissance d'une série. Donc, nous avons décidé ensemble de modifier notre concept afin de construire une histoire sur le bureau des légendes. Et ce bureau allait être très proche du vrai bureau. Donc un service, un département qui gère les agents clandestins. Et au début, c'est écrit qu'il n'y a pas de vrais personnages et tout est fictif et inventé. Tous les personnages, c'est écrit à l'écran, sont fictifs. Mais en fait, est-ce que c'est proche de la réalité? Sans commentaire. Mais quelle recherche avez-vous faite pour écrire cette série? Tout le monde peut faire des recherches. On a Internet, bien sûr. Wikileaks. On a beaucoup d'éléments maintenant. Donc, c'était vos sources alors. En fait, l'objectif est de faire en sorte que les gens croient que c'est vrai, de les convaincre que c'est vrai. Et pour faire cela, il faut être réaliste. Vous devez utiliser quelques astuces. Et vous devez utiliser ce que vous savez, croyable. Et vous devez apprendre à maîtriser votre imaginaire. Il faut être un peu rationaliste, parce que le monde est rationnel. Ils ont un boulot à faire, ils le font d'une manière très rationnelle. Donc si vous êtes rationnel, si vous n'êtes pas fantaisiste, si vous souhaitez faire une série réaliste, vous devez savoir comment décrire cet univers-là, parce que c'est logique. Je suis d'accord avec vous, mais par la même occasion, selon mon expérience, lorsque vous réalisez une série qui est proche de la réalité, il y a toujours des gens dans le public qui savent plus sur cette réalité-là que vous. Et ces individus-là vont révéler la réalité, ce qui peut prendre la forme d'une critique si votre version n'est pas crédible. C'est ça, le truc avec les services secrets, ils ne peuvent rien dire. Si je me trompe, ils vont rien dire. Si j'ai raison, ils vont également se taire. Et donc ça me convient parfaitement. Mais il y a toujours non, il n'y a personne. Personne ne parlera. Si vous trouvez quelqu'un qui dit non, c'est pas vrai ce qu'il raconte, on ne fait pas comme ça, alors c'est faux. Il fait semblant, c'est pas un vrai. Un vrai, il ne dira rien. Et la réaction du public, est-ce que le public croit que c'est la vérité? C'est notre boulot de faire en sorte qu'il croit. Mais on ne réussit pas toujours. Mais pour cette série-là, quelle était la réaction du public? En fait, positive. Ce qui nous permet de faire une deuxième saison. La qualité de la réaction du public est formidable pour nous parce qu'on a ce retour d'information d'une excellente qualité. Et nous avons fait une projection pour le DGSE, donc les services secrets français. On leur a montré les 3 premiers épisodes. C'était incroyable. Tous ceux qui travaillent là-bas nous ont remerciés d'avoir fait ce que nous avons fait parce que leur famille, ils ne peuvent rien dire. Les gens proches, ils ne peuvent pas en parler et la famille n'a pas le droit de poser la question. Et la famille ne connaît pas le job de la personne en question. Donc, les agents
nous en remercient parce que leur famille adorait la série, parce que maintenant leur famille savent ce qu'ils font au boulot. Et ce que nous montrons ici, c'est leur travail. Leur travail, c'est comme nous avons un travail. C'est pas difficile à imaginer que au bureau, au DGSE, ils ont un travail à faire et ils vont faire ce travail comme nous faisons notre travail à nous. C'est pas si éloigné de nos vies finalement. Donc pour moi c'était très émouvant de leur montrer les épisodes. Bien sûr, personne ne nous a dit oui c'est vrai, non c'est pas vrai, mais une personne m'a dit que la cravate, cette histoire de la cravate là, c'est vrai, un détail vrai. Il y a un type là avec des cravates un peu bizarres au sein du DGSE. Vous avez parlé énormément des différences entre la réalisation d'un long métrage et d'une série. Et vous avez un narrateur pour certains personnages, une voix off pour leurs pensées. Vous comprenez ma question? Je ne suis pas certain. Alors de quoi? Comment ça s'appelle? C'est une voix que l'on entend, c'est la pensée du personnage. À 2 ou 3 reprises, le personnage principal et une des personnages féminins. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. En fait, c'est une bonne chose que vous faites, cette chose-là. Vous voyez un personnage qui se déplace et vous entendez à haute voix sa pensée. Est-ce que vous feriez cela dans un long métrage? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous réservez aux fiction télévisée puisque vous avez moins de budget? Parce que pour moi, c'est très efficace. Vous parlez de voix off? Oui, bien sûr. La voix off, c'était un grand débat entre les scénaristes. C'est toujours l'option la plus facile de raconter une histoire. Et autour de la table, quelqu'un dit « Et si on utilisait la voix off ?» Les autres disent « Oh, s'il te plaît, on ne fait pas ça. On a suffisamment de talent pour éviter la voix off. » Donc, dans un premier temps, on avait l'impression qu'il fallait l'éviter à tout prix. On ne voulait pas le faire. Mais dans cet univers-là, c'est très important puisque tout le monde garde des secrets des autres. Et ce personnage qui ment à tout le monde, Malotru, il se ment à lui-même également. C'était une bonne astuce pour son personnage à lui, juste pour que l'on sache comment il se sent. Il ne révèle pas ses sentiments. Dans le scénario, on peut avoir toujours le meilleur ami. Le meilleur ami a la fonction d'écouter ce que le personnage principal a à dire. Donc c'est le rôle du copain. Mais on n'a pas de copain dans ce scénario pour Malotru. It was a real difficulty. Donc c'était une difficulté pour nous. But that's true when we had this idea of the statute of the voiceover. De la voix This off. One, when so you discover that this guy que ce personnage is under interrogation room interrogation room with the polygraph. Avec le polygraphe. It was a good way to justify the voiceover and to use it as a new opportunity to create drama and tension. And it's interesting because I think Todd, you had the same. Todd, vous avez eu
Donc tu as eu la même problématique. Parce que toi aussi, il a fallu que tu réfléchisses sur voix off, oui ou non. Et c'est une question très intéressante lorsque vous êtes en train de écrire un scénario. In the LBDL because it's a world of secrets. Mais c'était élémentaire dans cet univers parce que c'est un univers de secrets. On ne révèle rien aux autres. Donc la voix off était une bonne parade. Tant qu'il y avait l'idée également de justifier cette voix off d'une manière très très forte. Bravo. Qu'est-ce que vous auriez fait autrement si vous aviez si vous aviez 10 millions d'euros supplémentaires par épisode? Dans le choix des décors, là où on a filmé, peut-être un jour de plus pour chaque épisode. Je ne suis pas gourmand. Juste, je demande une journée supplémentaire pour chaque épisode. C'était combien de jours par épisode? 12. On avait 12 jours par épisode. Pas mal. 8 heures par jour. Pas 17 heures par jour. Que 8. En France, c'est 8 heures. En Norvège également. Le vendredi, 7 heures seulement. Well, I think it's about production value. I will, we had. C'est une valeur de la production. To choose the sets and J'aurais voulu avoir plus d'espace pour sélectionner nos décors et de travailler sur les images. Est-ce que vous êtes très impliqué dans les visuels, dans les images? Je m'implique un maximum. C'est important dans cette série de tout gérer, d'être responsable pour tout, parce que la moindre chose peut détruire ce que l'équipe a construit. Surtout lorsque vous êtes sur une série réaliste et vous voulez créer un nouveau monde que vous allez présenter au public. Lorsque vous voulez que le public vienne à la DGSE, chaque détail peut être cauchemardesque. That's why I had to be very close to the que j'ai directors, dû rester très very close proche to des réalisateurs, the decorators and everything, de ceux qui faisaient les to décors, parce que je devais vérifier every detail que chaque is on the détail right tracks. soit exact. Mais vous avez bien géré votre budget, je pense. Il y avait certaines prises où il y a le personnage principal qui sort d'un bâtiment. Il marche vers sa voiture avec les gardes et vous le suivez avec votre caméra jusqu'à la voiture. Vous voyez le reflet de Paris dans les vitres de la voiture. C'est très efficace, je trouve. Une bonne manière de raconter beaucoup de choses, plutôt que de passer des heures à déplacer la caméra d'ici jusqu'à là. Donc, c'est avantageux. Une bonne manière de gérer son budget. Les contraintes peuvent être bénéfiques. C'est l'heure du déjeuner, bien sûr, mais ceci dit, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous avez parlé des erreurs que vous avez faites sur Mafiosa. Oui, alors, elles sont de plusieurs ordres. La première erreur que moi j'ai faite sur Mafiosa, c'était de ne pas prendre, d'y aller trop à la légère, en pensant encore que faire une série c'était plus facile que de faire un film, puisque c'était moins bien, en gros. Il y avait moins d'exigences, donc j'y allais un peu avec une nonchalance, mais même un sentiment de supériorité. Ça, faut éviter. Parce que la série a ses contraintes, a sa propre nature, qui fait que c'est pas parce que vous êtes un bon auteur, réalisateur au cinéma que vous allez être bon en série,
puisque ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, alors là, c'est plus une question de... D'abord, j'ai appris effectivement à gérer le temps, à gérer l'énergie. Donc j'ai appris à faire ça. Mais surtout, c'est que quand je disais j'ai appris à ce qu'il ne fallait pas faire, c'est en termes d'organisation de la production. Et d'ailleurs, Mafiosa est une série qui n'a pu être produite, enfin qui n'a pu être diffusée que tous les 2 ans au minimum. Parce qu'elle était faite de telle manière qu'il était absolument impossible de faire. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand on est venu me voir, on est venu me demander si je ne voulais pas reprendre la série Mafiosa. Et donc l'écrire avec Pierre Leccia, qui était co-scénariste à ce moment-là, et la réaliser. Mais tout. Il y a 8 épisodes. Tout réalisé. Donc alors là, c'est impossible. On ne peut pas écrire, tout réaliser, ensuite, et ensuite, on est obligé d'attendre que tout soit fait pour recommencer éventuellement à écrire. Donc ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est ce qui est sûr, c'est qu'il ne me semble pas possible de pouvoir tout réaliser. Ça, c'est une nouvelle chose. Et même pour la saison 3, c'est-à-dire que moi, la 2e saison sur laquelle j'ai été sur Mafiosa, j'ai demandé à ce qu'il y ait d'autres réalisateurs. Et là, c'était plus difficile à faire accepter. L'idée que moi, je sois un peu au-dessus et que je dirige un peu les réalisateurs, c'était plus compliqué parce qu'à ce moment-là, on n'y croyait pas trop. On allait trouver des réalisateurs autres que des purs techniciens, que ça allait avoir une qualité quand même d'auteur. Donc en fait, je crois que ce à quoi on ne croyait pas au moment où j'ai fait Mafiosa, c'est qu'une série pouvait être produite à raison d'une saison par an, tout en étant une série d'auteurs. Ça, c'était l'équation qui était très difficile à résoudre pour les diffuseurs, en tout cas pour Canal, à ce moment-là. Soit c'était une série d'auteurs et on prenait le temps, et alors la série se faisait tous les 2 ans ou tous les 2 ans et demi, parce que l'auteur fait, évidemment, comme il fait tout, ça prend du temps. Soit on ne fait pas une série d'auteurs, on fait une série qui va tous les ans, mais c'est une série plus formatée, télé. Donc la série d'auteurs, pour qu'elle soit diffusable tous les ans, là il faut effectivement, en fait, ce que je disais tout à l'heure, une autre façon d'être auteur, une autre façon, un autre rapport à tous les gens avec qui on travaille, et donc effectivement une autre façon de gérer son statut d'auteur, de le déléguer, de l'amputer, de l'émousser et d'une certaine manière de le garder quand même. Voilà, ça c'est des trucs qu'il fallait que j'ai appris. Vous parlez de l'unité sur l'écriture. Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien réalisé. Ça participe au succès de la série. Je voulais savoir si vous avez établi un cahier des charges de réalisation. Alors, j'ai voulu le faire. Parce que c'est très cohérent, là. Alors, c'est très cohérent, mais alors, si ça l'est, tant mieux. C'est pour différentes raisons. La première, c'est que j'ai réalisé, moi, le premier épisode. Alors, c'était pour que le cahier des charges, même s'il n'était pas écrit, était, disons... réel, quoi. Donc j'ai réalisé le premier épisode, je l'ai monté, on a gardé 2 semaines de battement avant le tournage de tous les autres épisodes pour que les réalisateurs puissent voir ce que j'avais fait, monter. Donc déjà ils avaient un cahier des charges pratique. Après j'ai précisé aux réalisateurs, effectivement quels devaient être les principes de mise en scène et de filmage, qui n'était pas très compliqué, mais qui était assez précis sur ce qu'il ne fallait pas faire, plutôt que c'est ce qu'il fallait faire. Et donc en fait, j'ai délimité la démarche de mise en scène. Et ensuite, donc ça, je l'ai bien fait comprendre, la raison de réunion, de préparation, etc. Et ensuite, j'ai veillé à ce que, au jour le jour, au fur et à mesure du tournage, j'ai quand même veillé à ce qu'on ne sorte pas de ce cadre. Donc il y avait une veille permanente, et c'est pour ça encore une fois que c'est vraiment beaucoup d'énergie quand même, parce qu'il y avait une veille permanente. Moi j'ai tourné encore d'autres trucs un peu pour tout le monde, des décors un peu cross-bordés par-ci par-là pour tout le monde, mais il y avait une vraie veille permanente. Il y a des fois... Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup les réalisateurs ont pu quand même avoir une certaine liberté à l'intérieur d'un cadre, donc on peut voir quand même des différences entre la façon dont Élie Cisterne a fait ses épisodes, les 4 et 5, la façon dont Mathieu Demy a fait les épisodes 6 et 7, il y a vraiment des différences quand même, mais dans un cadre précis qui ne gêne pas l'unité, parce qu'il y avait effectivement ces directives d'une part et cette veille permanente de l'autre.
J'ai une question sur la position du showrunner par rapport au diffuseur, puisque quelque part, c'est un peu se substituer au rôle des conseillers de la fiction. Donc, comment vous avez présenté ça ou managé ça avec la fiction de Canal? Merci. Alors, on ne se substitue pas du tout à la fiction originale. Au contraire, on est en frontline, on est en direct avec elle. La différence entre Mafiosa et le Bureau des légendes, c'est que sur Mafiosa, j'avais une productrice, enfin, une boîte de productrice, qui, elle, faisait, d'une certaine manière, le tampon entre moi et le diffuseur. Ce qui avait l'avantage de me protéger de la brutalité, quelquefois, du diffuseur, mais qui avait le désavantage aussi d'être un interlocuteur de trop. Je devais d'abord convaincre la production, qui devait ensuite convaincre le diffuseur. Et j'ai joué des fois entre leurs différences de point de vue. Mais il n'empêche que ça, c'est une énergie en trop. C'est-à-dire que allons direct à celui qui décide, puisqu'en fait, le diffuseur, c'est celui qui décide. C'est à lui donc c'est lui qu'il faut convaincre. Et c'est ça aussi que j'ai appris sur Mafiosa, c'est que j'avais plus envie de devoir convaincre le producteur qui, de toute façon, n'a pas la main sur la décision. Donc autant aller direct convaincre le diffuseur. C'est vrai qu'en contrepartie de ça, on se tape tout ce que le diffuseur peut dire au producteur et n'ose pas dire à l'auteur. Là, on l'a. Bon. Mais je pense que c'est plus simple et plus direct. Évidemment, j'étais pas seul, puisque Alex Berger n'est pas mon producteur, il est mon partenaire. Donc du coup, Alex a quand même cette fonction d'essayer quand même d'éponger un peu de temps en temps les attaques un peu fortes qu'il y a toujours. Mais on est deux, disons, à être en face du diffuseur. Mais c'est ça la grande différence quand même. On ne se substitue pas au diffuseur. Le diffuseur reste exactement tel qu'il est, c'est-à-dire décideur, d'une certaine manière, décide oui ou non, dit oui ou non. Et après, c'est une négociation permanente, des fois une bataille permanente ou une négociation permanente. Et des fois aussi, et même souvent, c'est aussi une collaboration. Enfin, on cherche des solutions ensemble. Mais, quand je disais se substituer, c'est justement peut-être prendre les choses en main, comme vous le disiez, pour pouvoir produire chaque année une saison. Ah, ça c'est vrai. C'est ça. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que avec Alex, on leur a proposé une nouvelle façon de faire. Ça c'est vrai. Et bon, ils devaient avoir envie de le faire, etc. Et c'est vrai aussi qu'on les a obligés, on les a contraints à changer un certain nombre d'habitudes, ce qui n'est pas facile. Je peux donner un exemple tout bête, hein, c'est que si on veut tenir ces délais, quand on livre un scénario, normalement il faut dans les 3 jours avoir les notes sur le scénario. Sinon c'est un enfer. Sinon c'est un enfer. Si on a les notes, c'est-à-dire que s'ils nous disent au fait le scénario que tu as écrit, que tu nous as livré il y a 1 mois, on n'en veut pas, ben, c'est con parce qu'on vient d'écrire les 3 épisodes suivants à la suite. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc là donc c'est terrible. Donc c'est vrai que ça demande une autre méthode, une autre façon de travailler chez eux. Ils essayent de suivre le rythme, mais c'est vrai que c'est un rythme très, très difficile. Et puis il y a une sorte de confiance aussi. Bien sûr. Ils n'ont pas l'habitude de faire... L'idée de faire une saison par an, l'idée c'est qu'on construit le train alors que le train est déjà en train d'avancer. On le construit donc évidemment au moment, si on fait un arrêt sur l'image, sur là où on en est, c'est pas beau à voir. Il faut avoir confiance dans ce qui va se passer. Et les étapes d'écriture, il y avait toutes les étapes classiques, un synopsis, un séquencier, ou vous avez livré directement des dialogues? Alors on a été directement en fait on a fait un peu différent. On a été en fait normalement directement du pitch au dialogué. On n'est pas passé par le séquencier. Voilà. Et là, sur la saison 2, on ne passe pas par le séquencier. On a établi les lignes narratives, donc le pitch de chaque épisode, avec une vision synthétique de chaque ligne narrative sur l'ensemble des 10 épisodes, et ensuite on attaque tout de suite les dialogués. Voilà. Mais par contre, le séquencier, on le fait pour nous, entre nous, mais on ne le livre pas.
Okay, thank you. I think we have to round up and end now because if anyone is going to have some lunch before the next session, we have to end now. But I'm sure that you can meet Eric outside. Thank you very much. So, thank you. And thank you, Eric, for coming. Merci beaucoup, Eric, de votre présence.